bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais essayer d'introduire Florent Guénard avant qu'il puisse nous rejoindre. Donc, personnellement, j'ai rencontré Florent Guénard il y a un peu plus d'un an, lors d'une rencontre organisée par la librairie Ombre Blanche, autour de la parution de son livre, de son dernier livre, La Passion de l'égalité. Donc, cette rencontre à Ombre Blanche a été l'occasion d'un débat que j'ai considéré comme passionnant autour de notre appétence, de la question de notre appétence ou non, de notre appétence plus ou moins grande pour l'égalité réelle. En fait, la question était, elle est toujours, alors que l'égalité entre les êtres humains est considérée comme un des principes de base des sociétés modernes, alors que c'est inscrit sur tous les frontons de la République, sur les mairies, sur les écoles, etc., eh bien, on constate que les inégalités économiques, en termes de revenus et de patrimoine, ne cessent de croître. Donc la question, c'est pourquoi elles continuent à croître, et surtout la question, c'est pourquoi, finalement, l'acceptons-nous? Donc c'est cette question qui a été débattue, je pense qu'il sera débattu ce soir. Donc ce débat a été passionnant lors de cette rencontre à Ombre Blanche. J'ai eu envie que ce débat continue, éventuellement dans un cadre plus large, comme celui du GREP. C'est pour ça que j'ai proposé au GREP d'inviter Florent Guénard. Donc le GREP, les adhérents du GREP ont accepté, Florent Guénard aussi, et nous voilà ce soir, ici, pour un débat que j'espère tout aussi passionnant, même si on sera peut-être un peu limité en temps, parce qu'il nous faudra terminer autour de 22h15. 22h15, 22h30, dernier carat. Sur le parcours de Florent Guénard, en quelques mots, donc après des études de philosophie à l'École normale supérieure à Paris, donc il a soutenu une thèse sur l'idée de convenance dans la pensée de Jean-Jacques Rousseau, et ensuite il a été pendant 2 ans maître de conférence au Collège de France, assistant de Pierre Rosanvallon, puis il a été maître de conférence à l'Université de Nantes pendant 10 ans, et pendant 3 ans, de nouveau, à l'École normale supérieure. Et depuis peu, depuis la rentrée, il est professeur de philosophie morale et politique. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement une chaire de philosophie morale et politique. Vous pourrez peut-être lui demander, lui poser la question. Donc, il est professeur de philosophie morale et politique à l'Université Paris-Est Créteil. Il est par ailleurs, donc ça a été dit, il est directeur de la rédaction de la revue La Vie des idées. Donc c'est une revue en ligne qui est rattachée à l'Institut du monde contemporain du Collège de France et qui est dirigée par Pierre Rosanvallon et François Héran. Donc voilà en quelques mots. Juste donc préciser donc, que nous terminerons ce soir autour de 22h15, 22h30. Et pour ceux qui voudraient continuer ce débat ou ceux qui n'auraient pas pu être là ce soir, donc sachez que Florent Guénard sera présent demain samedi à 11h à la librairie Ombre Blanche. Donc s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent venir de nouveau le rencontrer, ils peuvent venir, certainement il fera des signatures et pourrait continuer éventuellement le débat. Donc demain à 11h, de 11h à midi, à la librairie Ombre Blanche. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et évidemment, je vous prie d'excuser mon retard, mais la SNCF ce soir était capricieuse. Alors, écoutez, je vais essayer de présenter l'argumentation générale du livre que j'ai fait paraître au mois de février aux éditions du Seuil et qui s'appelle donc La Passion de l'égalité. Au fond, toute la question que je me pose dans ce livre démarre à partir de la formulation d'un paradoxe, paradoxe dont je crois que chacun comprendra assez vite la signification. Quel est-il? Premièrement, les inégalités économiques, c'est-à-dire les inégalités en matière de ressources, ne cessent de se creuser depuis une quarantaine d'années, sans que rien ne soit fait pour pallier à un tel processus. Alors même que l'égalité est une valeur centrale dans nos démocraties contemporaines.
et que cette centralité, c'est là qu'est le paradoxe, se traduit aujourd'hui par un mouvement d'opinion dont je me félicite et qu'on souhaite toujours plus affirmer, mouvement d'opinion qui s'élève contre les discriminations liées au genre, à la race ou au handicap. Alors, je n'oppose pas évidemment ces mouvements égalitaires, c'est-à-dire d'un côté un mouvement égalitaire contre les ressources, contre les inégalités économiques, et de l'autre côté un mouvement égalitaire contre les discriminations. Je n'oppose pas ces différents égalitarismes. Je considère qu'ils ne se font pas concurrence, qu'au contraire ils se rejoignent. Simplement, on peut constater ce point paradoxal, cette tension paradoxale, un décalage entre des aspirations égalitaires en matière de discrimination, c'est incontestable, et d'un autre côté, quelque chose qu'on pourrait nommer comme une apathie égalitariste en matière de ressources, et ce paradoxe est évidemment très étonnant. Du coup, on est amené à poser quelques questions. Pourquoi est-ce que les inégalités économiques ne sont pas perçues comme des discriminations? Pourquoi cet écart entre ces deux aspirations? L'hypothèse qui sous-tend l'ensemble de ma réflexion, dont je donnerai ici simplement quelques éléments, consiste à dire que la différence entre les deux, entre ces deux types d'aspirations, la différence entre les deux s'explique assez largement par le fait que si notre sens de la justice est légitimement heurté par les discriminations, le rapport entre l'égalité économique et la justice est plus complexe. Ou, dit autrement, que notre sens de la justice n'intègre pas les inégalités de ressources de la même manière. Alors, je vais développer une partie justement je vais essayer de déplier un peu ce point paradoxal et je vais essayer d'examiner quelques réponses que j'essaye d'apporter. Mais d'abord, pour bien poser le problème, il me semble qu'il faut faire droit à deux interprétations, d'une certaine manière, de ce problème qui finissent par dire que ce problème n'existe pas. Je veux dire qu'il y a deux manières de considérer que ce que j'appelle ici un paradoxe n'en est pas un. On pourrait dire en effet qu'il y a une ignorance quant aux inégalités économiques, ou on pourrait dire deuxièmement qu'il y a une indifférence à ces inégalités. Et je vais développer très rapidement ces deux points pour montrer justement comment ces arguments se posent et aussi montrer les limites, me semble-t-il, que ces arguments ont de manière un peu évidente, vous allez voir. Alors, la première explication possible de ce décalage entre les aspirations égalitaires consiste à dire que, au fond, les inégalités économiques ne sont pas suffisamment connues et qu'en réalité, il y a bien une aspiration égalitaire, mais que celle-ci, elle ne trouve pas à se déployer parce que les individus ne mesurent pas la réalité des écarts sociaux. Alors, c'est un argument qui est beaucoup plus savant, si j'ose dire, qu'il n'en a l'air. Au chapitre 5 de mon livre, je rapporte une expérience menée par deux psychologues américains, qui est une expérience qui a fait grand bruit, qui a été très longtemps ensuite commentée. Alors ces deux psychologues s'appellent Dan Ariely pour le premier et Michael Norton pour le deuxième. Et c'est une expérience qu'ils ont menée en 2011. Ils ont proposé un questionnaire sur l'égalité à 5522 Américains, considérés comme représentatifs, on est d'accord, et choisis dans un panel d'1 million d'individus. En tenant compte, ils ont été choisis en tenant compte, c'est pour ça qu'on considère qu'ils sont représentatifs, en tenant compte des différences les plus importantes qui traversent la société américaine. Hommes-femmes, noirs-blancs, riches-pauvres, démocrates-républicains. On soumet à ces 5522 Américains, on leur soumet 3 répartitions de richesses, dont je ne précise pas exactement les modalités, parce que ça c'est un peu technique, mais l'idée est de leur demander s'ils préfèrent une égalité absolue, une égalité relative ou une inégalité marquée. En gros, on leur propose 3 répartitions, une correspondant à égalité absolue, une autre égalité relative et une troisième inégalité marquée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que
la répartition égalité relative et la répartition inégalité marquée correspondent respectivement à la distribution des richesses pour le premier cas en Suède et pour le second cas, vous l'aurez deviné, aux États-Unis. Mais les individus questionnés ne le savent pas. On est d'accord, il y a un voile d'ignorance, on ne leur dit pas, évidemment, pour ne pas que leur choix soit déterminé, influencé, etc., etc. Donc on ne leur dit pas. Bien. Les résultats obtenus sont très étonnants. 92% des sondés choisissent le modèle, ce que j'appelle le modèle suédois, parce que c'est le modèle suédois en fait. Ils choisissent le modèle suédois contre le modèle américain. 92%. 51% préfèrent le modèle suédois à l'égalité absolue. 51%. Donc la marge n'est pas très forte. Bien, voilà, la différence n'est pas très forte. Donc, c'est très étonnant, parce qu'on pourrait en conclure que les Américains désireraient en fait être des Suédois. On est d'accord. Mais l'explication qui est donnée par Ariely et Norton, l'explication de cette... C'est une expérience extrêmement savante, dont j'ai trouvé le texte dans une revue très savante de psychologie, avec toutes les données, etc. etc. C'est vraiment un travail d'ampleur de laboratoire. 5522, c'est vraiment très important quand même comme expérience. Bien. Et l'explication donnée par Ariely et Norton consiste à dire que les Américains aiment l'égalité, ils le prouvent dans le laboratoire, ils aiment l'égalité, mais ils n'ont pas connaissance de l'ampleur des inégalités aux États-Unis. S'ils en avaient connaissance, on peut penser qu'ils militeraient ou qu'ils voteraient pour des politiques davantage égalitaristes, qui iraient en faveur de l'égalisation. On est d'accord? Bien. Donc, la conclusion par les auteurs de l'enquête ne fait aucun doute. Et c'est évidemment cette conclusion qui a été longuement discutée. Les Américains aspirent à l'égalité. Ils sont dans l'ensemble persuadés que la société américaine satisfait cette aspiration. Et donc, ils n'ont pas à protester davantage que cela. Bon, c'est évident que cette conclusion, on en voit les limites. Elle est à mes yeux très peu crédible. Il est difficile de croire que les Américains n'aient aucune connaissance ni aucune expérience des inégalités qu'ils voient à l'œuvre au sein de leur société. Il suffit d'aller aux États-Unis pour le voir. N'importe qui peut le voir. On est d'accord? Bon. Alors, la question, au fond, de l'ignorance des inégalités me paraît... Je la traite à travers cet exemple, mais vous voyez bien les limites d'un tel argument. Bien. Mais on pourrait avancer une autre hypothèse. On pourrait dire oui. Bien sûr, on sait que les inégalités se creusent, tout le monde le sait, on en est informé, on peut le voir, on en fait l'expérience, les super riches, etc., etc. Ok ? Mais nous y sommes, deuxième hypothèse, et c'est pour ça que ce n'est pas un problème, nous y serions indifférents. Et pourquoi nous y serions indifférents ? Parce que nous n'y voyons pas là une menace pour la cohésion sociale ou, par exemple, pour la vie démocratique. Je montre, dès les premières pages de mon livre, je montre qu'en fait, cet argument n'est pas recevable. Il ne l'est pas parce que la science a montré de manière très claire que les inégalités économiques sont nocives pour la croissance et pour le développement économique, qu'elles sont également nocives pour la vie démocratique. On est d'accord? Parce que, par exemple, des oligarchies peuvent se reconstituer. On est d'accord? Bien. Et la science montre également de manière assurée, certaine, il n'y a aucune controverse, si j'ose dire, là-dessus, que les inégalités sont également nocives pour la santé. On ne parle pas de la pauvreté ici, évidemment, la pauvreté, tout le monde sait. Évidemment, ça ne fait aucun doute. Mais vous avez des épidémiologistes, particulièrement britanniques d'ailleurs, qui montrent que les inégalités, c'est-à-dire le différentiel, l'écart entre les ressources, que ça, c'est pathogène. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en bas de l'échelle, ça installe en vous des sentiments d'angoisse ou de mésestime de soi, voyez, d'indignité, etc. Mais quand vous êtes en haut de l'échelle, vous avez peur du déclassement. On est d'accord? Vous avez peur du déclassement, et ça aussi, c'est pathogène. On est d'accord. Donc, des écarts trop grands de revenus sont nocifs. Bref, et je pense que le point de départ de la réflexion doit être celui-là. Nous savons que les inégalités sont nocives. On est d'accord? Il ne faudrait vraiment fermer les yeux pour ne pas le savoir. Et nous savons également qu'elles ne cessent de se creuser. Tous les économistes, j'ai envie de dire du monde entier aujourd'hui, nous disent que depuis une quarantaine d'années, nous les laissons filer. Nous laissons justement les écarts de richesse se creuser, et de manière abyssale.
Bien. Donc, il y a bien une apathie égalitaire, et c'est le point de départ de mon problème. Nous devrions vouloir l'égalité. J'ai envie de dire, des politiques, quand je dis l'égalité, ce n'est pas l'égalité absolue, ça peut être une égalité relative, en tout cas c'est des politiques d'égalisation. On est d'accord? Bon, nous devrions vouloir l'égalité parce que nous y avons intérêt, nous y avons tous intérêt. On est d'accord? Mais nous ne le faisons pas. Nous ne voulons pas, en quelque sorte, l'égalité que nous devrions vouloir. Et ça, c'est le point de départ. C'est une énigme. Comment est-ce qu'on va déplier cette énigme? Alors, pour rendre compte de ce problème, j'ai proposé un schéma relativement simple, vraiment même simplifié, pour qu'il puisse être vraiment aisément compréhensible. C'est ce que j'appelle mon schéma MPA. M pour motivation, P pour préférence et A pour action. Facile. Des motivations induisent des préférences qui induisent des actions. On a un schéma, motivation, les motivations dessinent des préférences qui ensuite entraînent des actions. Alors, c'est absolument pas, je vous le dis, une théorie de l'action, c'est juste un schéma pour comprendre. Pour comprendre quoi? Pour comprendre la chose suivante. Faire comprendre que les motivations sont fondamentales pour qu'il y ait action. Autrement dit, qu'il ne suffit pas d'avoir une sorte de préférence générale et vague pour l'égalité, qui serait d'ailleurs une préférence générale dont on peut voir effectivement dans nos sociétés, qui construisent nos sociétés démocratiques. Il y aurait donc une préférence générale, mais un peu vague pour l'égalité. Mais que cette préférence, en fait, si elle n'est pas appuyée sur des motivations, ne donne pas d'action. Il faut des motivations pour le faire. Bref, je disais tout à l'heure, il suffirait de réfléchir, de voir que nous avons intérêt à l'égalité. Il suffirait, on est d'accord, d'y réfléchir pour adopter, si nous étions rationnels, c'est ce que je disais tout à l'heure, si nous étions rationnels, dans la mesure où les inégalités sont nocives, si nous étions rationnels, nous devrions aller vers des politiques d'égalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais peut-être que le problème est mal posé. Je veux dire par là qu'il est possible de considérer que l'intérêt ne constitue pas la motivation nécessaire pour que le schéma préférence-action puisse se dérouler. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt? L'intérêt suppose qu'on raisonne froidement à propos de ce qui doit importer, alors même que ces motivations froides sont insuffisantes lorsque s'opposent à elles des motivations chaudes, entre guillemets, qui sont de l'ordre des passions ou des émotions, et qui produisent des convictions fortes. Il s'agit donc de recentrer le propos et de s'interroger sur la passion de l'égalité. C'est le titre de mon ouvrage. Le problème doit alors être reformulé d'une autre manière. Est-ce que l'aspiration passionnelle à l'égalité a désormais cessé de se manifester dans le monde contemporain? Qu'en est-il de notre désir d'égalité? Et c'est au fond à répondre à ces questions qu'est consacré l'ensemble du livre. Une fois le problème posé, c'est-à-dire, vous l'avez vu, un peu épuré aussi. Il faut l'épurer. Bon. Et pour y répondre, il faut évidemment se demander, et c'est ce que j'ai fait, ce qu'est une passion pour l'égalité. Alors, évidemment, je ne peux pas détailler tout le type de réponses que je déploie à l'intérieur du livre. Mais je vais essayer d'avancer un certain nombre d'arguments et dire qu'au fond, il y a deux... On pourrait faire deux hypothèses. On pourrait se dire, oui, il n'y a plus de passion égalitaire dans le monde contemporain. Sous-entendu, nous sommes devenus des individus libéraux qui cherchent d'une certaine manière à accroître leur puissance, qui ont un désir d'inégalisation. Il n'y aurait plus de passion égalitaire. Donc on peut avancer, qu'elles ont disparu, on est d'accord, mais on peut avancer, et c'est les deux hypothèses que je vais développer devant vous ce soir. Deuxièmement, qu'elles n'ont pas disparu, mais qu'elles ne sont plus visibles de la même manière. Qu'il y a des phénomènes d'occultation. Et c'est ces phénomènes qu'on va essayer de comprendre. Alors, je pars de la première hypothèse. Est-ce qu'il y a eu une disparition contemporaine des motivations égalitaires? Alors cette première hypothèse, elle repose sur une idée très précise, qui est qu'on est attaché à l'égalité
quand on en fait l'expérience. On est d'accord? Ou cette expérience est réelle, on en fait l'expérience, et j'ose dire quotidiennement, ou on pourrait dire qu'il y a quelque chose comme une expérience idéale, c'est-à-dire qu'on est attaché à l'idéal égalitaire. D'accord, hein? Expérience donc réelle ou expérience idéale. Je développe rapidement ces deux points pour qu'on comprenne bien ce dont je parle. Que l'expérience de l'égalité produise un ensemble de satisfactions, nous pouvons en être convaincus si on lit par exemple la description que Tocqueville fait de la société américaine au milieu du XIXe siècle, dans la démocratie en Amérique. Alors lui, Tocqueville, aristocrate, si j'ose dire, élevé d'une certaine manière dans une certaine culture de l'inégalité, il est frappé, quand il va aux États-Unis, de voir triompher ce qu'il appelle l'amour de l'égalité. Il dit les Américains ont une passion dominante, l'amour de l'égalité. Bien. Or, d'où vient cet amour de l'égalité? Et là, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment intéressant, ça peut paraître un peu énigmatique, mais en fait, c'est très intéressant. Tocqueville dit, c'est l'égalité qui produit l'amour de l'égalité. Alors, quelle explication il donne à ça? On est d'accord? Nous, on s'attendrait à dire, c'est l'amour de l'égalité qui produit l'égalité. Mais lui, d'une certaine manière, il inverse le raisonnement. Il dit, c'est l'égalité qui produit l'amour de l'égalité. Pourquoi? Il donne une première explication qui est assez générale, qui consiste à dire que on aime aux États-Unis l'égalité parce qu'elle est le trait distinctif de l'époque. Et qu'on aime toujours ce qui caractérise notre époque. Bon, d'accord, c'est une explication un peu générale, je ne dis pas qu'elle est fausse, mais il me semble que la deuxième explication, sur laquelle il ne s'arrête pas, sans doute parce qu'il considère qu'elle est assez évidente, est beaucoup plus importante pour nous. Deuxièmement, on aime l'égalité parce qu'elle est la source d'un grand nombre de jouissances quotidiennes. Il y a des avantages à entretenir avec ses concitoyens des relations non hiérarchiques, à raccourcir en quelque sorte la distance entre nous. Pourquoi? Quels sont ces avantages? Eh bien, du coup, ça tient d'abord à la nature des relations. On peut considérer que les relations sont plus attentionnées, plus empathiques. On peut aussi considérer qu'elles sont plus étendues, parce qu'au lieu de se restreindre à un groupe social auquel on appartient, elles se diffusent à l'ensemble de la société. Bien. Elles sont aussi plus agréables, pourrait-on dire, ces relations, parce que la confiance l'emporte sur l'hostilité, quand on n'est pas, on est d'accord, dans des groupes sociaux qui se font face, en quelque sorte, et qui sont fermés les uns aux autres. Bien. Donc, c'est sans doute ce qui maintient l'attachement des Américains à l'égalité, et c'est ce qui peut expliquer du coup que lorsque cette expérience de l'égalité fait défaut, il n'est plus de ressort affectif à l'amour de l'égalité. Comprenez, si Tocqueville nous dit l'égalité produit l'amour de l'égalité, s'il n'y a plus cette égalité, d'une certaine manière, nous ne faisons plus l'expérience des jouissances quotidiennes de l'égalité. On est d'accord? Bon. Et puis, il faut aller vers la deuxième explication. Je disais expérience réelle, mais aussi peut-être expérience idéale. Nous pouvons aussi être attachés à l'égalité des ressources comme un idéal social, suffisamment fort pour conduire en quelque sorte nos existences. Alors, la meilleure description, je trouve, de cet idéal social et de la force qu'elle peut produire en nous en termes de motivation, je l'ai trouvée dans l'hommage à la Catalogne d'Orwell. Voilà, il y a de belles pages sur l'égalité dans l'hommage à la Catalogne d'Orwell. Alors Orwell, l'hommage à la Catalogne, c'est le récit de son expérience qu'il a fait dans les brigades internationales pendant la guerre d'Espagne. Bien. Et Orwell est animé par l'idéal communiste égalitaire. D'accord? Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que c'est un idéal intense. Et c'est un idéal, d'ailleurs, qui réunit un certain nombre, justement, de ces comparses des brigades internationales, parce qu'en fait, lui, il a milité au sein du POUM, vous savez, donc, un mouvement, justement, animé par l'idéal communiste. Bien. Or, il nous dit, il y avait un plaisir à être ensemble, nous, tous ces soldats, plaisir à être ensemble dans l'égalité. On est d'accord? Or, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a deux arguments qui sont mêlés dans les pages d'Orwell. Il y a effectivement un plaisir à vivre entre égaux, du type de celui qu'on vient d'identifier chez Tocqueville, sur des relations confraternelles. L'égalité entraîne la fraternité. Vous voyez, on est tous logés à la même enseigne. Ça construit un sentiment fort de communauté. Bon, ça c'est une expérience réelle.
Mais il y a autre chose qui est très fort dans ces pages d'Orwell, c'est qu'il dit « Nous trouvions réalisé l'idéal pour lequel nous combattions ». Il était réalisé par le fait même de combattre ensemble dans l'égalité pour cet idéal. Nous avions l'impression effectivement que nous touchions l'égalité qui animait nos existences. On est d'accord? Donc évidemment, il y a là une motivation extrêmement forte. Et nous voyons bien qu'il y a un idéal égalitaire, on est d'accord, très mobilisateur. Alors, si je prends ces deux arguments, on est d'accord, si je prends ces deux arguments, on pourrait dire, ah ben oui, il n'y a plus évidemment d'idéal communiste et il n'y a plus d'expérience égalitaire. On est d'accord? Donc, d'une certaine manière, nous pourrions trouver là l'explication du fait qu'il n'y a plus de passion égalitaire dans la société contemporaine. Nous n'avons plus d'expérience ni réelle ni idéale de l'égalité. Nous aurions alors en quelque sorte une sorte de symétrie à ce que nous dit Tocqueville. Tocqueville dit égalité entraîne amour de l'égalité. Eh bien, nous pourrions dire inégalité, parce que c'est ce que nous vivons, entraîne, alors on ne va pas dire amour de l'inégalité, quand même, mais au moins indifférence à l'égard de l'égalité. D'accord? Une sorte d'indifférence à l'égard de l'égalité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette indifférence à l'égalité? Comment l'interpréter? Je crois qu'elle peut avoir deux intensités. Une intensité minimale et une intensité maximale. Je vais commencer par l'intensité minimale. Au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'hypothèse que, à force de vivre des relations inégalitaires, nous sommes, je pense que vous le pensez, vous l'avez formulé à ma place tous, nous sommes habitués à l'inégalité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme une habitude à l'égard de l'inégalité? Au fond, est-ce que les hiérarchies sociales et économiques ne finissent pas par apparaître comme naturelles? Par exemple, loin d'être la conséquence d'un choix social, parce que la manière dont les salaires sont répartis dans notre société, nous le savons bien quand même quand on y réfléchit. Ce n'est pas un décret divin, ce n'est pas inscrit dans les lois de la nature, etc. Ce sont des choix sociaux. Si nous rémunérons, je ne sais pas moi, les infirmières comme nous les rémunérons, ce sont des choix sociaux. On est d'accord? Il n'y a aucune naturalité derrière cela. Bien. Mais est-ce que l'habitude ne tend pas à produire quelque chose comme un effet égalitaire? Je ne résiste pas au plaisir de vous rapporter un extrait du livre de Jules Renard. Alors le livre s'appelle « Nos frères farouches ragotent ». C'est l'histoire de Ragotte. Et je vais vous lire cet extrait parce qu'il est assez instructif sur cette question de l'intensité minimale de l'habitude. Alors, Ragotte, qui est Ragotte? Ragotte, c'est une domestique qui a été domestique dès l'âge de 12 ans. Dès l'âge de 12 ans, d'accord? Elle était, comme dit Jules Renard, qui écrit magnifiquement, déjà en maître, c'est-à-dire au service des autres. Donc Ragotte a toujours été, d'une certaine manière, au service des autres. Et Jules Renard écrit, et là je commence à vous lire le passage, qu'on ne peut pas lui faire dire qu'elle est de la même patte que nous. Nous, c'est-à-dire les maîtres. D'accord? Les bourgeois. Bien. Qui ont des domestiques. On ne peut pas lui faire dire qu'elle est de la même patte que nous. Il faut qu'il y ait des dames habillées comme Madame Gloriette. Madame Gloriette, c'est la dame au service, c'est la dame au service de laquelle Ragotte est domestique. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait des dames habillées comme Madame Gloriette et des paysannes mises comme Ragotte. Suit, après cette phrase, un petit dialogue entre Gloriette et Ragotte. Gloriette, elle s'adresse donc à Ragotte, un petit dialogue. Gloriette, mais si vous deveniez riche, Ragotte, ça ne se peut pas. Gloriette, si quelqu'un vous offrait une belle robe, Ragotte, est-ce que je saurais la porter? Gloriette, et si on vous avait appris? Ragotte, j'ai la tête trop dure. Gloriette, si, par un hasard de naissance, vous étiez ce que je suis, et si j'étais ce que vous êtes. Ragotte, moi, à votre place, madame, et vous à la mienne. Ho, ho, ho. Gloriette, enfin, je suppose. Ragotte, ce ne serait pas juste.
ce ne serait pas juste. Et le dialogue se termine là-dessus. L'idée que les places sociales pourraient ne pas être ce qu'elles sont paraît à Ragot inconcevable. Inconcevable. Elle qui, dans la société française très stratifiée du début du siècle, n'a connu que l'inégalité. Il y a bien donc un effet de naturalisation, d'une certaine manière, dans sa disposition d'esprit. Ça, c'est pour l'intensité minimale, l'effet de l'habitude. L'intensité maximale. On pourrait dire que les inégalités ne sont pas subies par habitude, mais on pourrait aller plus loin et on pourrait dire que les inégalités sont choisies. Ou plutôt, elles sont acceptées à condition qu'elles paraissent justifiées. Il y aurait dans ces conditions quelque chose comme une préférence pour l'inégalité. Alors c'est une question majeure et complexe, et j'y consacre d'ailleurs un chapitre entier, qui au fond se structure autour de deux grands axes. Je vais essayer de les résumer de cette manière. Le premier axe est organisé autour de la question tant controversée du mérite. Pourquoi ? Parce que le mérite paraît offrir un levier conceptuel majeur pour penser que certaines inégalités en ressources sont justifiées justement parce qu'elles correspondent à une échelle de valeurs sur laquelle il peut exister un accord. On pourrait dire tout simplement, enfin quand même, il y a des individus plus travailleurs que d'autres, plus impliqués dans leur travail, ou dont les rendements sont supérieurs. Bien, donc effectivement, on pourrait dire que le mérite consiste à accorder de la place au mérite, ça consiste à accorder d'une certaine manière une valeur à certaines inégalités. Bon, mais il suffit d'énoncer les critères que je viens de donner pour voir qu'en fait ils sont très fragiles, très très fragiles, et qu'il est difficile, une fois énoncé formellement ce qui semble requis pour être méritant, de leur donner un contenu précis. On est d'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire être plus travailleur ? Une caissière de supermarché me paraît être extraordinairement travailleuse. On est d'accord, puisque son travail est aussi extraordinairement pénible, justement parce qu'il est répétitif. Justement parce qu'il est répétitif et qu'il ne laisse aucune place, d'une certaine manière, à la création qu'on peut attendre de sa propre individualité. D'accord ? Bon, alors qu'est-ce que ça signifie ? Donc on voit très bien que tous ces critères sont sujets à discussion. J'ajoute encore une chose, c'est que le mérite, bien sûr, on va dire, les inégalités sont justifiées quand elles sont méritées. Mais quand on fait ce raisonnement, en fait, on fait un raisonnement un peu égalitaire. C'est qu'on dit, il est hors de question d'accepter des inégalités qui nous paraissent appuyées sur aucun mérite. Celles-là n'ont pas le droit d'exister. On est d'accord ? Et le mérite participe aussi d'un certain, avec toutes les difficultés qu'il comporte, participe aussi d'un certain esprit d'égalisation. D'accord ? Alors, ce n'est pas une égalité arithmétique, c'est pas on donne la même chose à chacun, mais c'est quand même une égalité proportionnelle, et l'égalité proportionnelle, c'est une égalité. D'accord ? C'est une égalité. Bien. Alors, ça c'est le premier axe. Indépendamment du mérite, deuxième axe. N'y a-t-il pas une préférence pour l'inégalité parce qu'on est convaincu qu'il est nécessaire, et ça rejoint la question du mérite, mais ça va un peu plus loin, on est convaincu qu'il est nécessaire dans une société qu'il y ait des incitations. Est-ce qu'on n'est pas au fond convaincu, et c'est pour ça qu'on aimerait l'inégalité, est-ce qu'on n'est pas au fond convaincu qu'il faut dans une société, parce que une société est un espace de coopération, il faut des récompenses et des punitions. Et oui, il faut des récompenses et des punitions, c'est ce que j'appelle aussi des incitations. D'accord ? C'est la même chose. Alors, là aussi, je rapporte tout un tas d'expériences de psychologie, parce que c'est très intéressant, de psychologie sociale, qui vont dans ce sens. Et l'une d'elles, par exemple, a retenu mon attention. Elle est menée en 2017 par des chercheurs de l'université de Yale. Et elle montre une chose assez redoutable. Elle dit, dans le laboratoire, quand vous prenez des individus, vous les mettez dans un laboratoire, dans une expérience, vous leur dites oui, vous leur proposez des répartitions, du type de ce qu'ont fait Ariely et Norton. Voilà. Vous les mettez même sous voile d'ignorance, tout le monde est égalitaire. Tout le monde. Sauf qu'une fois que vous levez le voile d'ignorance et que vous les mettez dans la société et vous leur dites « Oui, d'accord, alors vous êtes égalitaire, mais celui-là, celui qui fait rien, là, vous voulez qu'il ait le même salaire que vous ? Ah ben non. Et vous pensez, si vous travaillez plus que votre camarade de bureau, vous voulez un salaire supplémentaire, vous voulez une récompense supplémentaire ? Ah oui. Vous voyez ?
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que disent ces expériences, c'est qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle le in vitro et le in vivo. Le laboratoire, la société réelle. Dans le laboratoire, tout le monde est égalitaire. Dans la société réelle, puisqu'il faut quand même qu'on coopère, on a envie qu'il y ait des punitions et des récompenses. D'accord? Bon, parce que justement, c'est comme ça que la coopération fonctionne. Alors, je me suis vraiment posé la question de ce qu'il fallait penser de toutes ces expériences de psychologie qui allaient un peu dans le même sens, ces expériences très contemporaines. Je vous ai dit, celle-là, elle est de 2017, j'en ai lu aussi, pareil, des années 2010, etc., etc. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est véritablement, quand on est dans un jeu de coopération, est-ce que c'est véritablement l'esprit, ce désir qui nous vient d'avoir des récompenses et des punitions, en considérant qu'il est juste que ça se passe de cette manière? Et je suis allé chercher, d'une certaine manière, je suis remonté un peu plus loin, et je me suis dit, mais comment ça se passe chez les enfants quand ils apprennent justement la coopération? Parce qu'on l'apprend quand on est enfant, la coopération. On est d'accord? Et alors là, évidemment, quand on parle de l'enfant et du développement du jugement moral, il y a un auteur qui revient tout le temps, et je vous assure qu'il a mené ses expériences au début des années 30, mais il est à nouveau, il est encore totalement instructif et significatif, c'est Piaget. C'est évidemment Piaget. Alors je suis allé voir ce que Piaget disait justement de l'apprentissage de la coopération dans ses travaux qui sont synthétisés dans un ouvrage qui s'appelle le développement du jugement moral chez l'enfant. D'accord? Donc c'est la question du jugement moral. Bien. Et j'ai regardé très spécifiquement toute l'enquête qu'il avait menée justement sur la justice rétributive, c'est-à-dire celle qui rétribue, récompense, punition. D'accord? En lien avec la coopération et la manière dont les enfants grandissent, si j'ose dire. Et ce qui apparaît à Piaget, à travers tous les questionnaires qu'il peut faire, c'est que plus les enfants grandissent, plus ils coopèrent entre eux, et plus ils ont un sens de l'égalité, et non pas de l'inégalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? Il y a deux raisons à ça. Plus ils grandissent et plus ils se détachent de l'autorité des adultes. On est d'accord? Et se détachant de l'autorité des adultes, ils se détachent d'une certaine manière d'un rapport hiérarchique avec les adultes. Et plus ils grandissent et plus ils font l'expérience de la coopération à travers les jeux. D'accord? Les jeux en commun sont justement, c'est par là qu'on apprend la coopération. Et la coopération, elle montre quoi? Elle montre les bienfaits de l'égalité. Parce que l'égalité, être dans un jeu à part égale, si j'ose dire, c'est motivant pour y rester. C'est motivant pour faire en sorte que le jeu continue. À telle enseigne même que, c'est ce qu'on voit dans les questionnaires, toutes les questions qui sont posées à tous ces enfants, à telle enseigne que, par exemple, quand on exclut un tricheur, quand les enfants sont à peu près pré-ados, c'est-à-dire que le dernier groupe qui prend, c'est 10-12 ans, on va dire, on est d'accord, avant l'adolescence. Eh bien, là où il y a une véritable expérience de la coopération et un détachement à l'égard des adultes. Bien. Eh bien, à ces enfants-là, quand on leur dit « Mais qu'est-ce que vous faites quand vous excluez un tricheur? Vous voulez le punir? Vous voulez qu'il ait mal parce qu'il s'est mal comporté ?» Les tout petits vont dire « Oui ». Et ceux qui sont plus grands et qui ont appris justement la coopération veulent dire non. On veut lui apprendre par réciprocité justement ce que c'est que l'exclusion. On veut qu'il en tire une leçon. On est d'accord? Donc il ne s'agit pas d'une punition. Il ne s'agit pas d'une logique rétributive. L'exclusion n'est jamais faite sur le mode de la sanction expiatoire, mais sur le mode de la réciprocité. On veut expliquer au tricheur ce qu'il fait subir au groupe, en l'excluant. Pour le dire autrement, et c'est quand même l'argument que je retiens pour nuancer à la fois l'intensité minimale et l'intensité maximale. L'expérience de la vie sociale peut favoriser l'éveil de tendances égalitaires. Ce qui signifie donc qu'il y a des raisons de tenir à distance ces deux interprétations minimales et maximales que j'ai avancées. Il est possible de penser qu'il existe bien encore des passions égalitaires, un désir d'égalité, simplement que nous avons du mal à les repérer parce que il y a des phénomènes d'occultation. Il se pourrait bien que des inégalités économiques éveillent des passions de refus
passions de refus qu'on a du mal à voir comme étant des passions de l'égalité. Et donc, j'arrive à mon deuxième moment. Qu'est-ce que c'est que, comment repérer d'une certaine manière le visage ou la nouvelle forme des passions égalitaires? Elles n'auraient pas disparu, mais d'une certaine manière, nous ne saurions plus les voir. Il y a ce que j'appelle des écrans ou des occultations. Alors, pour vous donner quelques exemples, je me suis dit, j'ai essayé de faire la liste des différents écrans. Qu'est-ce qui nous empêche de voir que nous sommes animés par l'égalité, par le désir d'égalité, par une passion égalitaire, par un désir qui ne serait pas simplement le fait que, ah bah oui, j'ai fait un raisonnement, l'égalité c'est bien, ce serait bien pour tous, donc il faut y aller. Ça, je vous ai dit, cette motivation froide ne peut pas fonctionner. Il faut des motivations de l'ordre de la conviction plus sensibles. Alors quelles sont ces trois causes d'occultation? Premièrement, la première, elle est compliquée. Ce qui fait écran, c'est le fait qu'on fait du désir d'égalité un désir subordonné, et comme il est subordonné, il peut être accessoire. Subordonné à quoi? À un autre idéal social, dont l'égalité ne serait au mieux qu'une condition. Dans l'histoire de la pensée, c'est à la liberté qu'on a souvent associé l'égalité. On est d'accord? On a souvent subordonné le désir d'égalité au désir de liberté, considérant que ce qui devait l'emporter, c'était le désir de liberté, et que si on devait désirer l'égalité, c'était parce que ça pouvait être, au mieux, une condition de la liberté. Donc on désirait l'égalité non pas comme un bien intrinsèque, mais comme une condition de la liberté. Bon, ça, il suffit d'énoncer comme ça dans ces grandes lignes cet argument pour voir que c'est un leitmotiv de la pensée libérale politique. D'accord? C'est la pensée libérale qui a subordonné l'égalité à la liberté, considérant d'ailleurs que quand les deux étaient en conflit, parce que ça peut arriver évidemment, ça arrive même tout le temps dans une société, quand la liberté et l'égalité sont en conflit, l'égalité doit s'effacer. C'est la liberté qui est l'idéal social prioritaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur cette interprétation? Dans ce cas-là, on pourrait dire, effectivement, d'accord, acceptons l'idée que l'égalité soit une condition de la liberté. Très bien. Mais la question que je pose, c'est une condition à quel titre? Quel type de condition? Parce qu'il y a plein de conditions possibles, il y a plein de conditions différentes. C'est une condition accessoire, inessentielle, qu'on pourrait faire sauter. Et là, je m'appuie sur Rousseau, et sur une phrase assez célèbre de Rousseau dans le Contrat social. Rousseau insiste sur le lien, quasiment indissoluble pour lui, entre liberté et égalité, pour dire que certes, l'égalité est une condition de la liberté, mais que c'est une condition nécessaire. C'est une condition nécessaire. Et à ce point nécessaire qu'il est impossible, lorsqu'on veut être libre, de ne pas en même temps vouloir l'égalisation des fortunes. Si on veut être libre, on veut l'égalité. C'est une condition nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il faut faire en sorte que, j'ouvre les guillemets, citation extrêmement célèbre, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en acheter un autre, et, il faut compléter, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. Eh oui, je répète, c'est magnifique. Nul citoyen ne soit assez... faire en sorte que, ouvrez les guillemets, nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. Vous trouverez ça dans le contrat social, livre 2, chapitre 11. Livre 2, chapitre 11. Voyez ? Donc, nous voyons bien, l'égalité économique et sociale n'est peut-être qu'un moyen de la liberté. Sans doute, concédons cela. Simplement, il faut dire que c'est un moyen dont on ne peut pas se passer. On est d'accord? On ne peut pas s'en passer. Il est donc difficile de se cacher en quelque sorte derrière la liberté pour refuser à la passion de l'égalité un rôle politique majeur. C'est pas possible. C'est socialement pas possible. Intellectuellement, c'est peut-être soutenable, on est d'accord, mais socialement, je pense que ce n'est pas soutenable. Puisque, en réalité, nous avons besoin, pour la raison qu'énonce Rousseau, on est d'accord. Il ne faut pas que nous soyons trop pauvres
Parce que si nous sommes trop pauvres, nous allons être d'une certaine manière tentés de nous vendre à ceux qui sont tellement riches qu'ils peuvent nous acheter. C'est exactement ça que Rousseau nous dit. Bien. Donc, sans doute qu'il faut lever cette première source d'occultation, ce premier écran, hein, ce que j'appelle l'écran. Ah, il y en a un deuxième. Je vous en ai à énoncer 3. Cher président, est-ce que j'ai encore le temps? Parce que je n'ai absolument pas regardé avec... voilà. Le caprice de la SNCF m'a fâché contre le temps, là, aujourd'hui, cet après-midi, donc je ne sais plus où j'en suis. 10 minutes? Je vais faire avec les 10 minutes que vous me donnez. Oui, bon, il y en aura peut-être 2 seulement, alors, des sources d'occultation. Ah, sauf si vous voulez les 3, hein. Mais ça, il faut demander au président de séance. Merci. Ah, les 3. Bon, alors, je vais faire plus court, mais en même temps, vous allez voir, c'est passionnant. Aux questions, bien sûr. Alors, ne perdons pas de temps, justement. Alors, le deuxième écran consiste à considérer que, si, le désir d'égalité, la passion égalitaire, ça existe bien, mais c'est anachronique, c'est devenu anachronique. La deuxième source d'occultation consiste à dire ce n'est plus adéquat à nos sociétés contemporaines. Pourquoi? L'explication, et on la trouve extrêmement répandue, trop évidemment à mes yeux. L'explication consiste à dire que ce sont dans les sociétés qu'on qualifie de holistes, hein, H-O-L-I-S-T-E, et non individualistes, qu'existent des passions égalitaires. Qu'est-ce que c'est qu'une société holiste? Une société holiste, c'est une société dans laquelle domine une idéologie qui valorise la totalité sociale et subordonne l'individualité humaine. On est d'accord? Donc, dans une société holiste, l'individu, d'une certaine manière, ne décide jamais en individu, il suit la loi du groupe, la décision du groupe, qui peut être une décision clairement affirmée, hein, ou alors tout simplement les traditions. On est d'accord, hein, les coutumes, les traditions, etc., etc. Bien. Donc, et au fond, nous ne sommes plus dans des sociétés holistes. Tous les sociologues, tous les théoriciens exactement le disent, nous sommes dans des sociétés qu'on caractérise aujourd'hui comme étant des sociétés individualistes, qui considèrent que justement l'individu, dans sa décision, est une valeur centrale. On est d'accord? L'individu aujourd'hui peut s'affranchir de la tradition, il peut la respecter, mais dans ce cas-là, il décide de respecter la tradition. Donc il a choisi. On est d'accord? Bien. Et puis, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, on va dire, dans des sociétés holistes, dans des sociétés holistes, il peut y avoir effectivement des passions égalitaires. Et à l'appui de cet argument, on va dire, ce sont les sociétés qu'on appelle les sociétés premières. Hein, on les dénommait avant les sociétés primitives, le terme a changé. Ce sont les sociétés premières. Mais c'est ça. Dans les sociétés premières, qui étaient des sociétés holistes, on est d'accord, eh bien effectivement, il y avait d'une certaine manière un égalitarisme, c'était des sociétés égalitaires, et ces sociétés égalitaires, elles étaient égalitaires parce que d'une certaine manière, l'individu ne se prononçait pas librement. Il ne cherchait pas à concurrencer l'autre individu. Il n'entrait pas dans une logique de la compétition. On est d'accord? Bien. Alors du coup, vous voyez, cette valorisation, alors, il y a une sorte de nostalgie, ça entretient quelque chose comme une sorte de nostalgie. Ah oui, c'était bien, les sociétés premières, on vivait tous dans l'égalité, etc., etc. Mais ça consiste aussi, le deuxième effet, c'est de les mettre à distance, l'égalité. Ah, l'égalité, c'était bien pour les sociétés holistes. Mais pour nous, c'est plus possible. Aujourd'hui, nous sommes individualistes, nous cherchons à faire valoir notre individualité contre les autres individualités, et c'est ça désormais qui l'emporte. Alors, quand je suis tombé sur cet argument, qui est extrêmement répandu, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je me suis dit, mais le meilleur moyen de s'en sortir, c'est d'aller voir justement si je ne peux pas trouver dans ces sociétés qu'on dit holistes, on est d'accord, hein, dans ces sociétés premières, si je ne peux pas aller voir des motivations pour l'égalité qui soient individualistes. Et alors là, évidemment, moi je ne suis pas anthropologue, on est d'accord, donc j'ai pris des récits ethnographiques qu'on considère comme étant des classiques, des très grands classiques, des descriptions ethnographiques de la manière dont certaines sociétés premières, justement, organisent l'existence sociale. D'accord? Donc j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai vraiment pris les textes les plus massifs, si je puis. J'ai pris la description que fait Malinowski des îles Trobriand,
qui sont dans le Pacifique. J'ai pris la description que fait Evans Pritchard, au grand nom de l'anthropologie, qui, lui, fait une description des Nuer, une tribu au Soudan, tribu de pasteurs au Soudan, les Nuer. Et puis j'ai pris, pour que ça soit un peu plus aussi contemporain, j'ai pris la description que fait Philippe Descola des Indiens Achuar, avec lesquels il a vécu longtemps en Amazonie. D'accord ? La description des Indiens Achuar. Alors évidemment, il ne s'agit pas, et je ne voudrais pas que vous ayez ce sentiment-là, mais bon, avec ces descriptions-là, ma prétention n'est pas de faire une espèce de théorie systématique. J'ai bien conscience que ces sociétés-là, elles peuvent être différentes, et puis qu'il peut y en avoir d'autres, etc. Mais ce que je cherchais, c'est des indices, et s'en tenir déjà à des indices probants, c'est déjà pas si mal. Bon, et qu'est-ce que j'ai vu ? Ce qui est intéressant, c'est que ces récits laissent apparaître des descriptions de comportements très individualistes, notamment lorsque s'introduisent des inégalités de ressources. Dans ces sociétés premières-là, c'est par amour-propre que les individus refusent l'inégalité. C'est par amour-propre et non pas parce qu'ils se plieraient à une sorte de règle sociale traditionnelle, c'est par amour-propre qu'ils refusent que le voisin d'en face il ait davantage de biens que vous. Voilà. C'est par amour-propre. Par exemple, chez les Achuar, c'est ce que remarque, il décrit ça, Descola, il dit, mais les Achuar sont animés par un désir marqué de gloire personnelle. Et la première manifestation de la gloire personnelle, c'est qu'on ne veut pas que le voisin ait davantage que vous, parce que ça atteint nécessairement votre gloire, le sentiment que vous avez de votre gloire. Les Trobriandais, nous dit Malinowski, les Trobriandais sont obsédés par la richesse, nous dit-il. Ils accumulent des biens, alors non pas du tout par peur de manquer, c'est pas des capitalistes comme ça qui... c'est pas du tout ça, parce qu'ils vivent dans une relative abondance dans ces îles du Pacifique. Donc ils sont absolument sûrs de ne jamais manquer d'une certaine manière de nourriture. Bien, mais ils accumulent pourquoi ? Pour épater la galerie, si j'ose dire. On est d'accord ? Ils accumulent des biens par amour-propre. Il s'agit pour eux, attention, pourquoi ? Parce que c'est très subtil ce que dit Malinowski. Il dit, il ne s'agit pas de paraître supérieur, il s'agit d'accumuler pour ne pas paraître inférieur. On est d'accord ? Pour ne pas paraître inférieur. On ne veut pas, d'une certaine manière, on est d'accord, par orgueil, on ne veut pas que le fait que le voisin ait davantage de ressources que vous, que ça vous fasse sentir quelque chose comme une indignité, que vous paraissiez indigne. Les Nuer, Evans Pritchard est frappé par l'attitude très orgueilleuse des Nuer. Il a des pages qui sont assez savoureuses là-dessus, en disant mais je n'ai jamais vu au fond des individus aussi orgueilleux que les Nuer. Chaque Nuer, dit-il, se prend pour le dieu de la terre. On est d'accord ? Un dieu, ça ne se dépasse pas. On est d'accord ? Un dieu, ça ne se dépasse pas. Et tous les Nuer considèrent qu'ils doivent être traités de la même manière parce qu'ils sont tous, d'une certaine manière, divins. On est d'accord ? Donc c'est assez fort. C'est-à-dire qu'ils ont un sentiment très fort de leur dignité personnelle. Leur dignité personnelle passe par le fait qu'ils sont rangés, on est d'accord, sur un même pied d'égalité avec les autres. Donc, qu'est-ce que je retire de tout ça ? Bon, j'ai retiré un certain nombre de conclusions, mais je vais m'en tenir à l'essentiel. Le fait de dire qu'il n'y aurait de passion égalitaire et d'égalitarisme que dans des sociétés premières, on est d'accord, sociétés premières qui en plus n'ont pas connu notre développement capitaliste, etc., des richesses, ce que nous appelons aussi pompeusement parfois la civilisation, etc., etc. Bon, oui. Ça, l'égalité, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant que nous avons enclenché le processus de civilisation et d'individualisation, qui est au bout de ce processus-là, on est d'accord, dont par ailleurs, on peut se féliciter, on peut être assez heureux d'être des individus autonomes, maîtres de leur choix, etc., etc. Mais une fois que ça s'est en place, eh bien, d'une certaine manière, les individus entrent en concurrence les uns avec les autres et nous ne sommes plus, évidemment, du coup, motivés par des passions égalitaires. Bien. Eh bien, ce que ces réactions individualistes des individus dans les sociétés premières nous apprend, c'est qu'il peut très bien y avoir des ressorts individualistes fondés sur l'orgueil. Et ça m'amène... 5 minutes, c'est ça ? Ça m'amène
au dernier écran. La dernière cause d'invisibilisation, d'occultation. La dernière cause, c'est que peut-être que nous avons tendance à ne pas voir qu'il y a des passions égalitaires parce que nous sommes absolument persuadés que les passions égalitaires doivent être des passions désintéressées. Et ça, hélas, ça veut dire qu'on ne s'est pas débarrassé, c'est d'ailleurs l'hypothèse que je fais dans ce livre, c'est qu'on ne s'est pas débarrassé de ce que j'appelle l'argument réactionnaire. C'est quoi l'argument réactionnaire? L'argument réactionnaire, il a été formulé par les contre-révolutionnaires après la Révolution. Ceux qui voulaient justement qu'on fasse le procès de la Révolution française. Qu'on fasse le procès des motivations des acteurs de la Révolution française. Et l'argument réactionnaire qui porte sur l'égalité consiste à dire la chose suivante. Vous allez très vite le reconnaître. Mais ce n'est pas l'égalité que les pauvres veulent. C'est pas la justice quand ils veulent l'égalité. Qu'est-ce qui triomphe à travers ça? Ce n'est pas un sens de la justice. C'est leur envie, c'est leur jalousie. C'est le fait qu'ils veulent en voir des biens, les biens des riches. Ils veulent voir les riches être dépossédés par. C'est un désir de vengeance. D'accord? L'argument réactionnaire que vous trouvez énoncé chez Bonald, de Maistre, tous les contre-révolutionnaires, vous le trouvez aussi chez Burke. L'argument contre-révolutionnaire consiste à dire l'égalitarisme, c'est la passion des faibles. C'est la passion des faibles qui n'ont qu'une envie, c'est de devenir forts, mais qui sont trop faibles pour le devenir. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ça, c'est Nietzsche, par exemple, qui plus tard va le dire de la manière avec le plus de force. Il va dire l'égalitarisme, c'est du ressentiment. C'est de la jalousie, c'est de la vengeance. C'est les petites passions des esprits faibles. De ceux qui disent « Ah non, l'inégalité, c'est pas bien », alors qu'en fait, ils voudraient être en haut de l'échelle. D'accord? Donc, ce qui les anime, c'est une volonté de domination. Vous savez, Nietzsche appelle ça la volonté de puissance. Ils sont construits par la volonté de puissance, simplement, ils n'osent pas le dire. Et surtout, ils n'ont pas la force de le dire. Et donc, ils vont renverser ce que dit Nietzsche, ils vont renverser les valeurs. Et ils vont dire, la hiérarchie, c'est pas bien. Ce qui est bien, c'est l'égalité. Mais en réalité, ils sont insincères. D'accord? Or, et je termine là-dessus, comme ça je serai dans les temps. Voilà, je arrive en retard, je ne vais pas terminer en retard non plus. Il me semble, et là, il y a quelque chose qui est adressé à la manière dont les égalitaristes conçoivent, dont je suis, mais conçoivent justement la revendication d'égalité. Il me semble que nous n'avons pas totalement levé l'argument réactionnaire. Je vais même aller un peu plus loin. Il me semble que la pensée égalitariste, et c'est typique au XIXe siècle, bon, je n'ai pas le temps de le montrer, mais la pensée égalitariste a toujours, d'une certaine manière, été gênée par la défense de la passion égalitaire face à l'argument réactionnaire. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit oui, d'accord, effectivement, il peut y avoir derrière l'égalité, derrière la passion, le désir d'égalité, derrière cette passion pour l'égalité, il peut y avoir de la jalousie, de la vengeance. Mais bon, il faut la moraliser. D'accord? Il faut être beaucoup plus vertueux. D'accord? Il faut dépasser d'une certaine manière. Il faudrait que les pauvres veuillent l'égalité en pensant à l'idéal égalitaire et pas à leur propre situation. Vous voyez? Donc, d'une certaine manière, c'est ce qui conduit à discréditer toutes ces passions qu'on considère comme étant réactives et qu'on considère comme un peu sales, si j'ose dire. Vous voyez? Comme un peu suspectes. Voilà. Ce qui fait qu'on refuse de voir qu'il peut y avoir une légitimité à la passion réactive. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que de réagir avec frénésie, si j'ose dire, avec passion à l'inégalité aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pointer le décalage qu'il y a entre un discours et son accomplissement. Nous sommes dans des sociétés démocratiques qui, à la Révolution française, sont nées. Je pense que la Révolution française est évidemment une césure dans l'histoire de l'humanité pour cette raison. Parce qu'à la Révolution française, nous avons eu une promesse d'égalité. Une promesse de liberté, mais aussi une promesse d'égalité. Et j'ajoute même que cette promesse, ils y sont pas allés de main morte, nos révolutionnaires. Puisque cette promesse d'égalité, ils l'ont rendue quasiment universelle, en déclarant des droits de l'homme. Il fallait le faire quand même. Il fallait le faire. Bon, il y a eu une promesse. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'accomplissement de cette promesse. Il y a un décalage de plus en plus grand entre une promesse et un discours égalitaire. Et, c'était mon point de départ,
et une réalité économique qui nous montre justement un écart de revenus. Que ça déclenche des passions réactives n'est pas, à mon sens, nécessairement le fait qu'il y ait derrière cela de la jalousie, de la mesquinerie, un désir de vengeance, etc. Il y a l'idée d'une inadéquation entre un discours et entre une promesse et son... Je ne vais même pas dire discours, entre une promesse et son inaccomplissement. D'accord ? Souvenons-nous encore, si j'ose dire, souvenons-nous des Nuers, des Achuars ou des Trobriandais qui disent « Je suis digne, je me sens digne, et par orgueil, je refuse que quelqu'un ait plus que moi. Il n'y a aucune raison, d'accord ? Nous sommes tous des dieux sur terre. » Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Florent Guénard, pour cette conférence, pour cette présentation. Donc maintenant, le débat est ouvert. Donc chacun, en fait, dispose d'un micro devant lui. Donc pour parler, chacun parlera à son tour, évidemment. Si vous voulez parler, vous l'indiquez en levant la main. Et quand vous voulez parler, vous appuyez sur le petit bouton qui est au bas de votre micro. Après, vous l'éteignez. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Qui veut commencer ? Allez-y. Oui, bonsoir, merci pour cet exposé passionné et passionnant. Effectivement, moi j'ai toujours trouvé que la notion d'égalité était une notion un peu compliquée. Alors évidemment, quand on parle de l'égalité en droit, là tout le monde est d'accord, c'est facile à comprendre, mais alors dès qu'on essaye de pousser un peu plus loin, on se heurte à l'argument mais personne n'est identique sur Terre, là, l'égalité ça n'existe pas dans la nature, etc., etc. À l'inverse, il y a une notion, quand j'en parle, je remporte toujours l'adhésion, c'est la notion d'équité. Alors peut-être pour l'illustrer, juste pour qu'il n'y ait pas de confusion, un exemple très simple, un père et son fils vont voir le match de foot local, ils regardent l'équipe, mais il y a un mur autour du terrain, ils sont à égalité, ils ont tous les deux les pieds sur terre, sauf que le petit, il a la tête en dessous du mur, donc il ne voit pas le match. L'équité, c'est donner au petit un escabeau pour qu'il ait la tête à la même hauteur que son père. Et on peut retrouver cette notion à travers les aides sociales, etc. Et donc, je serais intéressé par savoir ce que vous pourriez nous dire de l'équité. Et peut-être, vous avez évoqué une fois dans votre exposé une notion un peu inhabituelle, l'égalité proportionnelle. Oui, c'est l'équité, c'est la définition de l'équité. J'ai l'impression que ça se rapproche, mais voilà, si vous pouviez développer cet aspect-là par rapport à la notion d'égalité. Merci. Oui, merci beaucoup pour cette question. Vous avez tout à fait raison. J'aurais dû dire équité au moment où j'ai parlé du mérite, mais je n'ai pas voulu alourdir non plus par un concept qui aurait supposé justement un certain nombre de développements. Vous avez raison, parce que c'est un concept qui fait consensus sans savoir exactement quel type de consensus il y a derrière, vous voyez. L'équité participe effectivement de l'idée que s'il y a consensus, je vais construire le raisonnement de cette manière. S'il y a consensus sur l'équité, et je suis assez d'accord avec vous pour dire qu'en règle générale, il y a consensus sur l'équité, ça veut quand même dire, me semble-t-il, que la promesse égalitaire de la modernité, elle pèse encore en nous, elle a du poids. Parce que l'équité, c'est quand même un processus d'égalisation. Encore une fois, il ne s'agit pas de donner, ce n'est pas une égalité arithmétique absolue, c'est une égalité relative. Comme vous le dites, il faut rehausser quelqu'un. Bien. Le seul problème, c'est qu'une fois qu'on a parlé d'équité, toutes les interprétations sont possibles. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire à partir de quel moment, comment on doit égaliser les situations en fonction, même en tenant compte de la proportion. Vous voyez ? C'est ce que je vous disais sur la question du mérite. Moi, je suis d'accord pour vous dire que je n'ai jamais dit que le mérite n'avait pas de sens. On est d'accord ? Je ne dis pas que la notion de mérite n'a aucun sens. Je dis simplement que nous tranchons peut-être un peu trop rapidement sur ce qui est mérite et ce qui ne l'est pas. Et ce que je voudrais, c'est qu'on exhume, parce que dans une société démocratique, on fait des choix sur l'organisation de la distribution des biens, c'est comme ça que ça se passe, une démocratie, on fait des choix. Simplement, je ne suis pas sûr que ces choix sont toujours conscients. On est d'accord ? Bon. Aujourd'hui, nous sommes scandalisés par les super riches.
Très bien. Bon, on est scandalisé par les super riches. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit si... Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose peut-être d'un peu infini dans ces fortunes qu'on nous étale comme ça, parce que ça perd toute signification. Je veux dire, on ne sait pas ce que Musk va faire de sa fortune, encore que si, on commence à avoir des idées, malheureusement. Mais enfin, voilà, prenons d'autres qui... C'est-à-dire que là, on est évidemment dans des fortunes qui ne sont pas des jouissances. On est d'accord ? C'est-à-dire que ça ne permet pas une plus grande jouissance. Si vous avez 1 milliard ou si vous en avez 100, honnêtement, je pense que vous pouvez vivre de la même manière. Vous voyez, ça ne change pas grand-chose dans la capacité de jouir des biens. Bon. Donc, effectivement, ça nous scandalise parce que d'une certaine manière, ça n'a plus de sens. Mais est-ce qu'on est scandalisé d'une certaine manière par le bas de l'échelle sociale ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on a, et j'ai même envie de vous dire autre chose, est-ce qu'on est scandalisé par le différentiel ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. On part du principe, par exemple, que, et ça c'est... qu'il est équitable que celui qui prend des responsabilités, on est d'accord, et qui les assume, ait une récompense, je parle dans les termes de la logique rétributive dont je parlais tout à l'heure, parce que je crois bien que c'est justement une question de logique rétributive, c'est-à-dire qu'on le pense de cette manière, qu'il ait une sorte de récompense, on est d'accord, parce que sinon il n'est pas du tout incité à prendre des responsabilités. Vous voyez ? Mais est-ce que c'est si vrai ? Et donc, bon, écoutez, je reprends l'exemple de la caissière de tout à l'heure et du directeur du supermarché. Restons dans la grande distribution, si j'ose dire. Bon, le directeur du supermarché, enfin quand même, il a des responsabilités. Vous l'entendez, ça aussi ? Il est normal qu'il soit mieux rétribué plutôt que quelqu'un qui a un travail mécanique. Moi, je pense qu'on peut soutenir l'inverse. Pourquoi ? Parce que la responsabilité fait partie d'un développement de ses potentialités et d'une certaine manière, c'est aussi une récompense intrinsèque. Hein, oui, on pourrait dire, non, enfin, le métier est plus attractif. Oui ou non ? Oui, c'est plus attractif. Ah oui, d'accord, mais c'est un peu dangereux. Oui, d'accord. Enfin, expliquez-moi ce qu'il peut y avoir de pire que la répétition, la monotonie, le fait de penser qu'on peut être remplacé par une machine, parce que c'est ce qui se passe. La caissière, maintenant, en fait, la machine fait encore mieux son travail. C'est-à-dire, on va soi-même, il n'y en aura bientôt plus. Voilà. Donc, en fait, on a un travail machinique, machinal, appelez ça comme vous voulez, mécanique, etc., qui ne produit aucune valorisation de soi-même. Aucun sentiment de dignité. On est d'accord ? Donc vous voyez, moi je suis d'accord, l'équité est un indice du fait que nous sommes attachés à l'égalité. Bien, mais il faut aller un peu plus loin, on est d'accord, et interroger nos critères d'égalisation. Ça, je demande juste, je n'ai pas de solution miracle là-dessus, je pose juste la question, si je veux dire en philosophe que modestement j'essaie d'être, on est d'accord, de dire, mais exhumons un peu justement les critères avec lesquels nous répartissons. C'est de la coopération. Dans la coopération, tout le monde est important. C'est-à-dire, voilà, si le directeur du supermarché, il n'a personne pour mettre les boîtes de petits pois dans les rayons, ses responsabilités, sa prise d'initiative, etc., ça ne se verra pas. On est d'accord ? Pour valoriser justement la responsabilité qu'il assume, il faut bien justement un système de coopération. On est d'accord ? Donc, moi j'aimerais bien qu'on revienne justement là-dessus et qu'on se dise, peut-être qu'on peut revoir autrement justement cette distribution, vous voyez, des mérites et donc de l'équité. Oui, bonjour, Patrice Bouissière. Dans votre analyse de l'apathie face aux inégalités qui augmentent, quelle place faites-vous à l'école ? Je m'explique juste un petit peu. Les professeurs sont, par idéal, sommés au début de l'année de faire réussir tous les élèves. C'est un idéal d'égalité devant le savoir. Et puis, on leur demande très très vite de noter les élèves. Oui, bien sûr. Et par cette notation, ils instaurent des inégalités. Bien sûr. Et n'est-ce pas ça qui influence grandement l'apathie, puisque on incite à ce moment-là les mauvais élèves, ceux qui ont de mauvaises notes, à accepter leur sort. Tout à fait. Et cette acceptation, elle suit toute la vie, je crois, par la suite. Mais bien sûr. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça, à mon avis, c'est exactement... Alors, je dis deux choses. Premièrement, effectivement... je réponds d'une certaine manière à la première partie de votre question. Qu'est-ce que vous faites de l'école ? C'est très important pour moi. Et dans ma conclusion, j'appelle à quelque chose comme une culture publique de l'égalité. C'est-à-dire réinstaurer justement une culture publique de l'égalité qui passe nécessairement par l'école, mais pas seulement d'ailleurs, parce que ça peut passer par d'autres sphères, et par exemple par des sphères associatives, que je crois extrêmement importantes pour justement la vitalité intellectuelle d'une société. On est d'accord ?
Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mais vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'école produit? Alors qu'elle devrait produire de l'égalisation, l'école produit ce que j'appelais tout à l'heure l'intensité minimale. Le fait qu'on finit par s'habituer d'une certaine manière à l'inégalité. On est d'accord? À la trouver naturelle. L'école contribue, hélas, à naturaliser quelque chose qui ne l'est pas, qui ne suit que nos propres critères, que nous avons décidés. On est d'accord? Bon. Donc, je pense que c'est dramatique, cette question. Et j'ai presque envie de vous dire, moi j'ai enseigné dans le secondaire pendant longtemps, en philosophie, donc c'était en terminale, mais comme j'essayais de faire un certain nombre de choses qui sortaient un peu voilà, un jour j'ai essayé je me dis, je note plus. Après tout, il y a plein m'inspirant d'un certain nombre de nations qui font exactement ce genre de choses. Je ne note plus. Qui m'a demandé des notes? Les élèves eux-mêmes. Non, les élèves d'abord, les élèves. Bon, mes collègues, on me regardait d'un air un peu sceptique, comme ça. Le proviseur, je me suis gardé de le mettre au courant. Évidemment, les parents, j'étais dans un lycée qui était difficile, les parents n'étaient pas vraiment présents, etc., etc. C'est les élèves qui m'ont dit, mais non. Oui, les collègues, voilà. Mais bien sûr, mais alors, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la naturalisation. C'est-à-dire que même celui qui a 4 toute l'année demande à continuer à avoir 4. Vous voyez? Et il a intégré l'idée de cette espèce de hiérarchie. Ouais. Moi, ça m'a frappé parce que, évidemment, j'ai fait de belles études, etc., etc. Et j'ai retrouvé, il y a encore pas si longtemps que ça, peut-être une quinzaine d'années, je suis tombé comme ça dans ma ville de naissance, dans l'est de la France. Je suis tombé sur quelqu'un qui était avec moi en primaire, voilà, qui est ferrailleur maintenant. Voilà. Et puis on a échangé comme ça des nouvelles. Il m'a demandé ce que je faisais, je lui ai dit ce que je faisais, etc. Et il m'a tout de suite dit, oui, c'est bien. De toute façon, moi j'étais nul à l'école. De toute façon, moi j'étais nul à l'école. Vous voyez? C'est-à-dire l'école m'avait fait comprendre que j'étais nul. Donc j'avais aucune. Comment pouvais-je vouloir être autre chose que ferrailleur? Oui, ça là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci pour cette question. D'autres questions? Micro. Vous pouvez mettre le micro. Ouais. Appuyez. Oui, j'ai pas écouté, j'ai pas été bonne élève. Vous aurez de mauvaises notes. D'accord. Justement, à l'inverse, justement, quand on parle d'égalité, etc., il y a souvent les médecins justement qui disent mais non, nous on veut pas les mêmes salaires parce que on a fait 10 années d'études, 11 années. Oui, oui. Moi, je fais la même remarque que, d'une certaine manière, pour celui qui dit non, je veux pas le même salaire parce que j'ai pris des responsabilités, j'ai l'initiative. C'est formidable de faire des études. Moi, l'ex-copain de CM2 qui est ferrailleur, je pense très honnêtement qu'il aurait bien voulu faire des études. Je sais pas, j'imagine que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont fait des études. Écoutez, les années d'étudiants, c'est pas mal quand même, non? Non? Il y a un peu de pression, il faut aller à ses examens, etc. C'est quand même une belle vie. D'accord? D'ailleurs, moi, j'ai choisi d'être étudiant toute ma vie. Donc, apprendre. Ne me dites pas qu'apprendre ne construit pas quand même une personnalité. Étudier, c'est apprendre. Donc moi, bien sûr, ok, je suis d'accord, c'est du sacrifice, il ne faut pas exagérer non plus, on est d'accord. Voilà, oui, c'est des efforts, très bien. Mais enfin, les efforts sont faits aussi par ceux qui travaillent et qui n'étudient pas. On est d'accord. Donc là, encore une fois, moi je me dis, oui, arrêtons de penser que tout ceci est naturel. Il y a une récompense, c'est un bien intrinsèque. Moi, j'ai de la chance d'avoir fait des études. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas me payer non plus. Donc, évidemment. Mais voilà, j'ai de la chance et je considère qu'effectivement, comme professeur, j'incite tous mes étudiants à pousser leurs études le plus loin possible, à apprendre toujours davantage. Et quand ils auront terminé leurs études, de continuer à apprendre. Vous voyez? Donc là encore, moi je veux bien qu'on me dise « Ah mais non, celui qui a fait beaucoup d'études doit… » c'est une décision qu'on a prise. Cette décision, excusez-moi, comme toute décision, il y a des arguments qui peuvent la contester. On est d'accord? On peut. C'est quand même ça une société démocratique. Il n'y a pas de vérité toute tracée. Je veux dire, on a mis quand même, au XVIIIe siècle, on a essayé de se libérer justement des destins politiques tout tracés inscrits dans les décrets de la Providence. On a
On est même allé jusqu'au régicide pour prouver justement à la société française qu'elle était maintenant maîtresse d'elle-même et qu'on ne dépendait pas justement de ce qui aurait été tracé par des dieux ou un dieu. Très bien. Bon, ou qu'on pouvait se libérer quand même des ordres naturels. Bien. Eh bien, moi, j'incite justement à reposer la question en ces termes. Comprenez ? C'est ça. Il y a des arguments contraires pour dire, bah oui, pourquoi pas. Encore une fois, hein, moi, ce ferrailleur, il m'a marqué. Hein, parce qu'il m'a dit, bah oui, oh là là, t'as fait des études, t'étais où ? À Paris. Oh là là. Ça doit être bien. Bah oui, c'est bien. Évidemment que c'est bien. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez mentionné plusieurs types de discrimination en préambule à votre exposé, discrimination économique, mais aussi discrimination de genre, oui. Discrimination raciale. Alors, comment vous interprétez le fait qu'aujourd'hui, effectivement, on sombre dans l'apathie pour ce qui concerne les discriminations économiques, mais qu'au contraire, dans les autres types de discrimination, il semble y avoir une sorte de réveil, donc une espèce de croisement dans les passions, dans un domaine certaines qui s'endorment et dans un autre... Oui, bah, tout le livre est consacré en fait à ce décalage, hein, puisque c'est exactement c'est mon point de départ. Alors, c'est mon point de départ et en même temps mon objet, parce que je ne pouvais pas tout couvrir, mon objet c'est la question de la passion égalitaire concernant justement les ressources économiques, parce que c'est elle justement qui me semble être apathique, qui me semble être justement étouffée. Comment vous dire ? Une explication que je donne, je l'ai un peu implicitement donnée tout à l'heure, c'est de dire au fond, nous ne considérons pas que dans le discours égalitariste de la modernité qui condamne les discriminations, eh bien nous ne considérons pas que la pauvreté est une discrimination. Parce que, pour des raisons qu'on vient d'évoquer, pourquoi nous ne considérons pas ça ? Parce qu'on s'y est habitué, parce qu'il y a une sorte de naturalisation, parce qu'on va dire, écoutez quand même, il avait qu'à travailler un peu plus, il avait qu'à faire plus d'efforts. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce ne sont pas des discriminations parce que nous entrons dans une logique de la rétribution. Des récompenses, des punitions. On est d'accord ? C'est ça en fait. Et ça ne me paraît pas être le bon schème pour mesurer justement la manière dont on distribue les fruits de notre coopération. On est d'accord ? C'est-à-dire qu'on en est à ça. Voilà, on va dire, non, mais il faut bien le récompenser. Il a fait des études, il a pris des responsabilités, etc., etc. Mais ce n'est pas une question de récompense ou de punition. On est d'accord ? Je ne pense pas que ce soit la même logique. On est en train de confondre des logiques. Vous voyez ? Bon. Alors, quant effectivement à l'idée qu'il faut aujourd'hui lutter contre les discriminations, eh bien, c'est là où je vois que le discours égalitaire est encore fortement présent en nous. Je pense très fondamentalement que nous aimons l'égalité, je pense que nous y sommes attachés, je pense que c'est une valeur centrale, etc. Mais je pense aussi qu'il y a tout un tas d'écrans, d'occultations, de raisonnements qu'on construit, qu'on croit naturels, etc. pour ne pas pousser cet amour de l'égalité là où, si j'ose dire, ça fait le plus mal, parce que ça réinterroge d'une certaine manière la manière dont nous construisons nos relations de travail, nos relations sociales, etc., c'est-à-dire sur la distribution des ressources. On est d'accord ? Et ça, vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi ? Je vais vous le dire autrement. Alors, c'est un terme que vous ne trouverez pas dans mon livre. Je me suis vraiment gardé de l'écrire parce que je le trouve peut-être trop surchargé et que je ne voulais pas faux, mais peut-être un peu trop surchargé. Au fond, la question simple à laquelle je voudrais répondre, c'est est-ce que le néolibéralisme, en plus d'être un système économique, une rationalité, etc., parce que le néolibéralisme, ça peut être aujourd'hui un peu tout ça. Bon, la question que je pose est simple, c'est est-ce que ce n'est pas en plus une sensibilité ? Je peux le dire autrement, est-ce que depuis ces fameuses années 80, où on a vu cet accroissement justement des inégalités, est-ce que collectivement, nous ne sommes pas devenus des individus néolibéraux qui acceptons l'idée de concurrence, de compétition interindividuelle, de comparaison, etc., etc. Si, après mon enquête sur la passion de l'égalité, j'étais arrivé à la conclusion il n'y a plus aujourd'hui dans le monde contemporain, individualiste, hyperconcurrentiel, etc., de passion pour l'égalité, on n'en trouve aucune forme, quelle que soit la forme, eh bien, d'une certaine manière, j'aurais donné des raisons de conclure en ce sens-là.
notre sensibilité est devenue une sensibilité néolibérale. Vous voyez? Bon. Je ne l'écris pas comme ça, hein. Je ne l'écris pas comme ça, vous ne le trouverez pas écrit de cette manière. Parce que, justement, je voulais éviter d'entrer dans ce débat là-dessus, mais j'essaie de l'aborder par un autre biais. Mais c'est ça la question que je pose. Mais si, en revanche, on arrive à trouver qu'il y a des passions égalitaires, simplement ces passions égalitaires, pour tout un tas de raisons, on n'arrive pas à les voir pour ce qu'elles sont, là où il y a une demande d'égalité, on voit de la jalousie, de la vengeance, du ressentiment, etc., etc., vous voyez? Ah mais non, ils sont simplement jaloux, ils avaient qu'à bosser un peu plus, vous voyez? Eh bien, si on lève cette occultation, on va voir quoi? On va voir ce qu'on voit chez les Nuer, on va voir ce qu'on voit chez les Trobriandais, on va voir ce qu'on voit chez les Hachoirs. De dire, mais pour quelle raison? Pourquoi est-ce que je devrais me sentir, pourquoi est-ce que je devrais être infériorisé par la quantité de ressources qu'un tel a et que moi je n'ai pas? Quantité. Enfin, je veux dire, nous sommes dans un monde où tout rappelle à celui qui n'a pas de ressources qu'il n'en a pas. Ça s'appelle la société de consommation. Enfin, écoutez, regardez les affiches dans la rue. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? D'acheter ce que vous ne pouvez pas acheter. Ah, vous ne pouvez pas les acheter? Mais ça vient de votre indignité personnelle. Enfin, écoutez, vous étiez... Déjà, à l'école, on vous mettait 4. Donc vous êtes... Voilà, donc ça devient un sentiment d'indignité. C'est-à-dire que c'est intériorisé, évidemment, comme un sentiment... Bah oui, j'étais trop nul à l'école. Voilà, c'est ce que me disait. Oui. Oui, alors, vous présentez, vous avez parlé de l'égalité et une égalité une inégalité plus exactement qui pourrait s'intéresser aux revenus bas, aux personnes qui sont en bas de l'échelle sociale, puisqu'on ne peut plus rien faire pour les revenus qui sont très hauts. Bon. Je sais pas, on ne veut plus rien faire. On ne veut peut-être plus rien faire. Bon, j'ai lu récemment un article là qui montre que dans les paradis fiscaux, c'est incroyable ce qu'il y a encore comme argent qui est déposé, et les États semblent, apathiques vis-à-vis de cela. Enfin bon, bref. Mais bon, donc j'ai été intéressée par le fait que vous nous disiez de regarder plutôt en bas ce qui se passait et d'être donc sensible à ces inégalités-là du bas. Il y a quand même eu une crise du Covid qui nous a montré que, justement, ces personnes qui étaient au bas de l'échelle sociale, eh bien, on en avait quand même drôlement besoin pour pouvoir exercer, continuer à vivre dans un moment où tout le monde était à l'arrêt. Donc, du coup, je me suis dit, donc, le fait que, finalement, après le Covid, tout se passe comme s'il ne s'était rien passé, c'est-à-dire que ces gens-là sont toujours avec des salaires vraiment catastrophiques, voilà. Donc on ne réagit absolument pas par rapport à ces gens-là. Donc je me dis, quelle est dans les solutions que vous avez dans les phénomènes d'occultation, en fait, quel est le phénomène d'occultation qui nous amène à ce qu'il ne se passe rien actuellement vis-à-vis de ces gens-là qui nous ont quand même sauvés de l'affaire au moment critique. Mais tout à fait. Voilà. Donc je me dis que c'est pas le dernier argument qui dit que pour être, si on aspire à l'égalité, c'est parce qu'on est intéressé. Non, c'est pas celui-là. Voilà. L'égalité, c'est pas non plus le deuxième. L'égalité n'est plus en adéquation avec nos sociétés individualistes. Alors ça serait peut-être le premier. La subordination de l'égalité à la liberté, qui pourrait expliquer cet état de fait. Oui. Ou est-ce qu'il y en aurait un autre? Je ne sais pas. Donc, comment vous expliquez ce qui vous est arrivé par rapport au Covid, quoi, Moi, j'ai été... le livre dont je vous parle a été en partie écrit pendant cette période-là. Et donc, d'une certaine manière... La première réaction que j'ai vue avec les métiers de première nécessité, etc., cette espèce de manière, cette reconnaissance publique qui était extrêmement forte, on applaudissait les infirmières, etc., je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui, d'une certaine manière, allait contre cette apathie égalitaire, qu'au fond,
ça rejoignait des grandes thèses d'histoire économique que j'avais travaillées et qui vous montraient, par exemple, ça c'est très intéressant, que les périodes très égalitaires, c'est-à-dire que les moments où les sociétés sont revenues à des niveaux, si j'ose dire, tout à fait acceptables dans les écarts de revenus, c'était toujours après des crises, après des guerres. Vous voyez, bon, voilà. On voit ce que l'après-deuxième guerre mondiale dans les sociétés européennes, par exemple. Bon, voilà, cette manière de reprendre, de reconstruire un État social, un État qui s'occupe justement des niveaux de vie, etc., etc. Bon, alors je me suis dit un peu la même chose que vous. Je me suis dit, peut-être que là, on a une crise avec une prise de conscience, avec une réévaluation justement de cette hiérarchie qu'on met entre les différentes activités. Voilà. Et puis, et donc, je ne veux pas dire que ça a suspendu ma plume, mais j'ai commencé à écrire peut-être des choses un peu autrement. Voilà. Et puis après, force est de constater, j'ai fait le même constat que vous, mais enfin, qui peut faire un autre constat? Que, en fait, tout ceci n'a pas marqué assez durablement les esprits. On est d'accord? Alors, quelle conclusion en tirer? La conclusion que je veux en tirer, c'est que nous faisons des expériences égalitaires fortes, on est d'accord, mais que nous ne sommes pas suffisamment amenés à y réfléchir. On est d'accord? C'est ce que j'appelle une culture publique de l'égalité. Il faut qu'on arrive tout simplement, mais c'est assez simple, il faut qu'on arrive à réfléchir sur ce qu'à l'égalité apporte. Quand j'énonce les jouissances quotidiennes que nous amène l'égalité, que je trouve un peu chez Tocqueville, je suis absolument persuadé que tout le monde en est convaincu. Je suis absolument persuadé que tout le monde est convaincu qu'effectivement, il vaut mieux vivre dans une société égalitaire, que les relations sont plus apaisées, que ça crée de la confiance, alors que les inégalités, justement parce qu'elles marquent une différence abyssale entre celui qui possède Amazon et celui qui met les livres dans les boîtes d'Amazon, mais vous imaginez la différence qu'il y a. Non mais c'est une différence telle que d'ailleurs, Tocqueville écrit des choses dans ce sens-là, quand il qualifie la société d'Ancien Régime qui était hiérarchisée. Il dit, au fond, il n'y a pas une seule et même humanité. C'est-à-dire que ces deux individus font partie, mais je le conçois, et on peut le démontrer, ils ne font pas partie de la même humanité. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même type d'expérience du monde. Ils n'ont pas le même type d'expérience du monde. Donc, notre monde est du coup disloqué, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a des différentes sphères comme ça qui ne communiquent plus. Bien. Or, nous pourrions montrer quand même, c'est montré, il y a tout un tas d'arguments que je reprends à la littérature économique, à l'histoire, etc., qui disent, mais en fait, c'est pas viable, ce monde-là. Vous voyez, par exemple, j'aurais dû utiliser cet exemple tout à l'heure, il me revient à l'esprit. C'est François Bourguignon qui le montre, mais enfin, un très grand économiste, mais il y en a d'autres aussi qui l'ont montré. Pourquoi est-ce que, économiquement, les inégalités sont terribles? Économiquement, parce qu'on pourrait dire, ah ben non, au contraire, l'inégalité c'est très bien, parce que s'il y a des gens qui sont incités, ils vont faire encore plus d'affaires, s'ils font des affaires, ils créent de l'activité, s'ils créent de l'activité, ça va ruisseler, comme on dit, etc., etc. Bon, d'accord? On pourrait dire ça, très bien. Bon, quand vous êtes dans une société où les écarts sociaux sont radicaux, les très très riches, on est d'accord, sont obligés d'investir énormément pour se défendre des pauvres. On est d'accord? L'exemple type, c'est le Brésil. On est d'accord? C'est-à-dire et se défendre, c'est-à-dire investir justement dans tout ce qui va fermer la communauté, la surveiller, le gardiennage, etc., c'est typiquement partie de dépenses improductives. On est d'accord? Parce que ce ne sont pas des dépenses, ce ne sont pas de l'investissement à long terme. On ne crée pas des routes, on ne crée pas des écoles, on ne crée pas des hôpitaux, etc., etc. On est d'accord? Tout ce qui construit justement la richesse d'une nation à terme, tout ce qui est de l'investissement. On est d'accord? Ça n'en est pas. Donc ça immobilise une partie de la richesse, d'une certaine manière, ça l'immobilise totalement, ça la stérilise, j'ai presque envie de dire, voyez, parce qu'elle ne devient plus féconde. Comprenez? Donc nous pourrions dire, et tout ça, tous ces arguments existent. On est d'accord? Si on veut lever justement toute cette série d'occultations, si on veut lever le fait, il faut... Vous voyez, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Cette expérience, elle a été forte, mais il faut aussi qu'on revienne sur cette expérience. En soi, une expérience ne suffit jamais. Il faut un travail de réflexion. C'est quand même à ça que nous sert l'histoire, par exemple. Le retour sur des expériences passées que nous regardons non pas simplement par curiosité ou nostalgie, mais parce que nous savons bien que du passé, nous avons quelque chose à extraire. Nous avons toujours quelque chose à extraire. Voilà.
J'espère que les sociétés démocratiques vont arriver à cela. J'espère, j'ai presque envie de vous dire, moi j'attends qu'une seule chose, c'est que les riches soient encore plus riches. Enfin, en même temps, j'en ai un peu peur. Pourquoi? Parce que ça deviendra si honteux, si impossible à voir d'une certaine manière, qu'il y aura une espèce d'autosaisissement démocratique et qu'on retravaillera notre imaginaire. Il y a un philosophe qui s'appelle Castoriadis qui dit « Toute société est construite par un imaginaire ». On est d'accord? Bon. Quel est l'imaginaire de nos sociétés aujourd'hui? Quels sont les types de représentations, les types d'idéaux, etc., qui construisent notre manière d'être ensemble? On est d'accord? Bon. Je crois que nous sommes encore attachés à la démocratie. Enfin, j'espère pouvoir encore continuer à le dire. Peut-être que dans quelques temps, on ne pourra plus le dire. Mais enfin, je crois quand même, bon, voilà, quand on regarde, il y a quand même de bons signes. Enfin, je ne sais pas. Aujourd'hui, il faut regarder l'Iran. Si on veut avoir un peu de... Si on veut avoir un peu de baume au cœur, c'est du côté de l'Iran qu'il faut regarder quand même. Donc, bon, eh bien, j'espère que cet autosaisissement démocratique nous amènera justement à repenser justement l'importance qu'on accorde à l'égalité. Ah, il y a beaucoup de questions. Moi, j'avais une petite question sur la passion pour l'égalité ou l'inégalité, mais alors plus au sein de la société, mais entre sociétés. Ah oui. Vous parliez des dépenses de défense, mais on résout le problème dans notre monde mondialisé en mettant les pauvres très loin et en les exploitant d'eux très loin. Du coup, les investissements inutiles peuvent être utilisés à autre chose. Voilà, je parle de façon très, très cynique là. Mais est-ce qu'il n'y a pas une passion pour l'inégalité, là aussi, hein, pas pour l'égalité, pour l'inégalité, parce qu'elle est productrice de richesse, nous dit-on, parce que voilà, on va exploiter des gens loin de chez nous et on n'a pas de dépenses inutiles de ce point de vue-là. Oui, bah ça c'est une question que évidemment je peux pas aborder dans le cadre le rapport entre les nations et la question justement de la richesse des nations. Mais vous avez raison, ça fait partie de la question. Ce que j'ai presque envie de vous dire, c'est que les phénomènes concurrentiels sont encore plus aigus et développés entre les nations. C'est-à-dire que par définition, c'est un peu le problème de l'État. L'État, alors quand il a du mal, alors parfois heureusement il y a des mécanismes de régulation interne. Et encore, je ne sais même pas si un régime démocratique est un mécanisme de régulation interne suffisant. Ce que je veux dire, c'est que l'État, par nature, tend à accroître sa puissance par rapport aux autres États. C'est-à-dire qu'il est dans un jeu, si j'ose dire, de comparaison de puissance qui est encore plus développé, si j'ose dire, qu'entre des individus qui seraient dans une société concurrentielle. La concurrence entre les États est compliquée. Mais là encore, ce n'est pas une fatalité. Pourquoi? Parce que depuis la concurrence entre les États, on sait ce que ça signifie. Hein, depuis ça signifie notamment la guerre. Parce que les questions de puissance se règlent souvent par des questions de territoire. Et donc, enfin, écoutez, là aujourd'hui, on sait ce que ça signifie. Si on ne le savait pas avant, maintenant, on ne peut pas l'ignorer. Donc, mais là encore, c'est pas encore une. Je considère pas que ça soit une fatalité. C'est-à-dire que depuis qu'on essaye de réguler la guerre, on essaye de réguler justement la comparaison de puissance entre les États. Heureusement, et on y arrive. Alors vous allez me dire, oh quand même, l'ONU, c'est pas grand-chose. Oui, mais ça existe, et puis on essaye, et puis il ne faut pas justement condamner l'ONU parce qu'elle peut être impuissante sur certains aspects. Il faut au contraire travailler à sa puissance. Dans toutes les organisations interétatiques contribuent, me semble-t-il, à essayer de régler cette compétition-là. Vous voyez? Et là aussi, nous avons des moyens de le faire. Comme nous aurions des moyens, vous voyez, les paradis fiscaux. Alors j'aime bien parce que vous avez jamais remarqué une chose, c'est ce que je voulais vous dire aussi. Paradis fiscaux. Vous avez jamais fait attention au terme? Paradis. Alors on se dit paradis, oui, parce que c'est l'île, etc. Vous savez, l'île, Luxembourg, des cocotiers, vous en cherchez. Hein. Donc, c'est pas ça. Moi, je voyais une autre signification, paradis. Mais le paradis, c'est ce qui n'est pas sur Terre, les amis. Donc, c'est marrant parce qu'avec cette expression, on entretient l'idée que de toute façon, nous ne pouvons rien faire. D'accord? Or, n'importe qui peut vous dire, n'importe quel économiste peut vous dire que c'est très facile d'obtenir. Il suffit que les États fassent pression. Que les États qui perdent de l'argent, et énormément, hein, c'est-à-dire ce qu'on perd ce qui est dans les caisses des paradis fiscaux, ce sont les hôpitaux qu'on mérite, les écoles qu'on mérite, les universités qu'on mérite, etc., etc. C'est ça qui est là-bas. Hein. D'accord, hein? Ce n'est pas simplement des chiffres qui sont dans des ordinateurs, on est d'accord. Hein? C'est ça. La réalité, elle est là.
Ce qu'il y a dans les coffres de ces paradis fiscaux, ce sont nos hôpitaux, nos universités, nos juges, etc., nos allocations sociales, nos salaires minimums, etc. etc. Donc, il suffit que nos États fassent pression sur les États qui hébergent des paradis fiscaux, et quand même, quand les États se mettent tous ensemble à faire pression, ça marche, et on lève le secret bancaire. Ça fonctionne d'ailleurs un peu, il paraît, avec la Suisse, de plus en plus. Voilà. Donc, encore une fois. Je suis désolé. Voilà. On va être obligé d'arrêter parce qu'on doit quitter la salle. Je suis désolé pour la question qui était demandée. Donc, on peut remercier Florent Guénard pour la présentation et le débat. Merci à vous. Merci à vous. Et je vous demanderai de